Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir ce programme qui va traiter essentiellement de la 17e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, conseil qui a connu la participation de la République du Congo. Alors à cette cérémonie, je dirais à ces assises, la délégation congolaise a été conduite par Bienvenue Okemi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est avec nous en plateau ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. D'accord. Alors, je l'ai dit en amont, vous avez représenté le Congo à la 17e session de l'examen périodique universel tenu à Genève en Suisse. C'était du 21 octobre au 1er novembre dernier. Alors, plusieurs États ont pris part à cette grande messe des droits de l'homme. Pour être exact, 73 délégations. Alors, de quoi avez-vous parlé en substance? En fait, le Congo, après son passage en 2009, devait repasser 4 ans plus tard pour présenter son nouveau rapport portant promotion et protection des droits de l'homme dans notre pays. Et ce rapport a donc été présenté le 30 octobre. Il a été validé le 1er novembre. C'était un moment important parce que le Conseil des droits de l'homme a pour fonction d'analyser les politiques menées par les États en matière de droits de l'homme, en matière de liberté fondamentale. Et le Conseil des droits de l'homme est là pour valider ces politiques ou invalider ces politiques. Et pour ce qui nous concerne, cette politique que nous menons depuis des années sous l'autorité du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été validée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais avant que de rentrer dans les détails, je pense qu'il faut quand même souligner le fait que la République du Congo a eu l'intelligence d'associer la société civile, d'associer en même temps tous les ministères. Chacun a pu apporter sa réflexion, a pu analyser ce qui a été fait, a pu proposer aussi les sentiers les meilleurs pour aller vers une meilleure protection des droits de l'homme et une meilleure promotion des libertés fondamentales dans notre pays. Donc nous avons en cette occasion mis en place, avec le ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits humains, Maître Aimé Emmanuel Dioka, une politique inclusive. En somme, on peut l'analyser comme une gouvernance collégiale qui a bien fonctionné dans notre pays. D'autres pays, vous l'avez dit aussi, ont eu à présenter leur politique en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales. Mais nous, on a eu beaucoup de félicitations. Alors, Monsieur le ministre, à titre de rappel, en 2009, le Congo a reçu 51 recommandations basées sur 9 thèmes. Alors aujourd'hui, ces recommandations par rapport à la mise en œuvre, quelle est la situation? En fait, ce que nous avons dit au Conseil des droits de l'homme, c'était primo, que les recommandations essentielles de 2009 portaient sur la ratification d'un certain nombre de conventions internationales. Nous avons ratifié ces conventions. Par exemple, tous les protocoles additionnels aux conventions des droits de l'homme ont été ratifiés par la République du Congo. Nous avons aussi ratifié la Convention des Nations Unies sur le crime transnational, on l'a fait. Nous sommes en train de ratifier la Convention des Nations Unies sur le crime de génocide, on va le faire. La Convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail sur les peuples autochtones, on va le faire aussi sous peu. Donc c'était ça en fait le nœud gordien qui portait la République du Congo lors de ces assises. Cela a été fait. Maintenant, il faut voir que lors de cet examen périodique universel, auquel nous venons donc d'assister et donc de soumettre notre politique nationale, on a eu des recommandations qui sont somme toute assez mineures par rapport aux recommandations de 2009. Parce qu'on a eu beaucoup plus d'encouragement. Il nous a été demandé, ici et là, de procéder une nouvelle fois à quelques ratifications, mais qui ne sont pas si importantes que cela. C'est crucial. D'accord. Alors, pour rentrer dans les détails de ce qui s'est fait à Genève, vous y avez présenté un rapport pour la République du Congo. Alors, qu'en est-il de la participation du Congo aux instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme? Mais ce que nous avons dit au Conseil des droits de l'homme, c'est que la République du Congo a toujours cru au multilatéralisme. Nous pensons que la résolution des problèmes dans le système international passe par la concertation des États dans un système organisé tel que celui des Nations Unies. Cela a été accepté. Nous avons dit aussi au Conseil des droits de l'homme que la République du Congo avait ratifié la plupart des instruments internationaux portant protection des droits de l'homme et portant promotion des libertés fondamentales. Preuve à l'appui avec, bien entendu, les ratifications qui ont eu lieu au Parlement. C'était là des ratifications essentielles portant protection des droits de l'homme. Vous savez que les conventions portant protection des droits de l'homme font partie de ce qu'on appelle en droit international des normes du jus cogens. Ce sont des normes auxquelles tous les États ont une obligation capitale
d'application. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'ai dit à cette occasion au Conseil des droits de l'homme qu'au-delà même de la ratification, nous avions déjà appliqué ces conventions. Parce que l'intérêt du Congo, comme l'intérêt de toute nation, est de faire la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et que les normes du Jus Cogens engagent, au-delà même de toutes conventions internationales, la responsabilité de chaque État et donc la responsabilité de la République du Congo. Soucieuse de notre responsabilité et soucieux aussi du crédit qui est celui de la République du Congo dans le système international, la promotion et la protection des libertés fondamentales est une obligation cardinale pour notre pays. Alors, Monsieur le ministre, la République du Congo a mis en place une commission nationale des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, en quoi cette commission a-t-elle renforcé le système national de protection des droits de l'homme? La Commission nationale des droits de l'homme a renforcé notre corpus juridique. De quelle façon? C'est que cette commission est là, bien sûr, pour alerter l'État sur les atteintes, alerter aussi l'État sur les possibilités d'avenir en termes de protection des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme a été validée par les Nations Unies. La Commission internationale portant régulation des commissions nationales des droits de l'homme lui a accordé le statut B. Et nous espérons que notre Commission nationale des droits de l'homme va acquérir le statut A conformément au principe de Paris. Et le statut A, c'est vraiment le haut niveau en la matière. Nous avons le statut B, donc on aspire à aller beaucoup plus haut, mais il faut reconnaître que, c'est ce que j'ai dit au Conseil, c'est que le processus qui a conduit la République du Congo à affirmer et à asseoir les libertés fondamentales dans notre pays est le résultat, en somme, de beaucoup d'épreuves difficiles. Le chemin a été difficile, le chemin a été lent, nous l'avons fait à pas forcé. La communauté internationale l'a reconnu, a reconnu les efforts de la République du Congo, a reconnu aussi notre envie à faire en sorte que cette Commission nationale des droits de l'homme ait le statut A conformément au principe de Paris. Donc ils ont reconnu que nous étions sur le bon sentier. Alors comment se présente aujourd'hui la coopération avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme? Mais là encore, il faut reconnaître que, croyant au multilatéralisme et à la régulation régionale en matière des conflits, en matière de promotion des libertés fondamentales, en matière de promotion des droits humains, nous sommes par exemple partie prenante à la Commission des Nations Unies portant promotion des peuples autochtones. Nous en parlons. Nous y avons participé. De la même manière, avec le président de la République, nous sommes partie prenante à la Commission régionale portant régulation des problèmes dans les Grands Lacs. Nous sommes partis à cela. Et dernièrement, la République du Congo a reçu quand même la visite de M. James Ayaya, qui était donc le responsable des Nations Unies en charge de la promotion et de la protection des peuples autochtones. Nous avons encore reçu à Brazzaville la commission, avec Olivier de Frouville, la commission portant sur les disparitions forcées. C'est dire que la République du Congo est très ouverte à la régulation internationale. Nous sommes très ouverts donc au multilatéralisme, à la gestion concertée des crises. Et cela a été reconnu. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les avancées concernant la question du respect des droits de l'homme dans l'administration judiciaire et pénitentiaire quand on sait, il ne faut pas se le cacher, quand on sait qu'il y a certaines plaintes en ce sens? Les gardes à vue, dans les maisons d'arrêt. Mais là encore, ce qui nous a été dit à Genève, c'est que la problématique de l'indépendance de la justice était quelque peu difficile dans notre pays. J'ai dit à cette occasion que l'indépendance de la justice était assurée dans ce pays par la Constitution de 2002. Il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays, entre la justice, l'exécutif et le législatif. Les uns n'empiètent pas sur les autres. À cette occasion, j'ai pu dire aussi que la lutte contre la torture était une obligation constitutionnelle dans notre pays. Je rappelle aussi que c'est une norme du Jus Cogens, donc tous les États, au-delà même de toute constitution, au-delà même de toute convention, ont une obligation forte à faire valoir les prescriptions internationales en la matière. Et j'ai dit qu'effectivement, à chaque fois qu'il y avait des difficultés d'application de la loi, que ce soit dans les prisons, que ce soit encore dans nos commissariats, la loi s'appliquait de la manière la plus forte. Il y avait une sanction lorsqu'il y avait atteinte à la loi. J'en ai profité pour dire que pour assainir la situation,
il y avait toute une politique nationale menée par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Aimé Emmanuel Yoka, qui vise à ce qu'il y ait construction davantage de prisons dans notre pays. Le but est de faire en sorte qu'il y ait des quartiers pour les jeunes, des quartiers pour, entre parenthèses, des délinquants les plus aguerris, des quartiers pour les femmes, pour avoir une meilleure régulation conformément aux prescriptions du système international. Et à la fin des fins, je leur ai dit que la République du Congo restait une république soucieuse de l'indépendance de la justice. La République du Congo était une république qui appliquait ses lois de la manière la plus forte et de la manière la plus sourcilleuse. Et quelle que soit l'atteinte à ces règles, il y avait automatiquement une sanction. Je rappelle quand même pour le public, et ce que j'ai rappelé d'ailleurs à Genève, c'est que dans ce pays, en 2009, on a quand même sanctionné plus d'une dizaine de magistrats pour des faits proches de corruption. Ce n'est quand même pas rien. Et qu'un certain nombre de policiers qui avaient attenté aux lois de la République en matière de détention préventive, etc., avaient été sanctionnés aussi. Preuve à l'appui. Nous avons donc fait la démonstration que dans ce pays, il n'y avait qu'une seule loi. Et que dans ce pays, personne n'était au-dessus de la loi. Et que dans ce pays, il y avait indépendance de la justice. Et que dans ce pays, les faits de torture étaient punis de la manière la plus forte parce que notre Constitution, effectivement, l'interdisait. Alors à Genève, il a aussi été question du respect du genre et de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. En ce sens, quels sont les résultats? Parce que vous en avez aussi parlé. On en a parlé, effectivement, c'est une problématique cardinale dans le système international, c'est aussi une problématique cardinale dans notre pays. Nous avons pu dire qu'effectivement, il y avait dans ce pays un ministère en charge de ces questions et que la régulation de ces problèmes était une préoccupation essentielle dans notre pays et une préoccupation cardinale du président de la République. En 2009, nous avons adopté une politique nationale genre, avec effectivement des projets d'accompagnement de cette politique nationale genre, qui quand même a connu des résultats en matière d'autonomisation du genre dans notre pays. Même s'il est vrai que les femmes ne sont pas encore assez nombreuses au poste de responsabilité. J'ai pu donner des statistiques à ce niveau-là, mais j'ai quand même tracé la voie. J'ai tracé la voie en disant que le président de la République, dans son adresse à la nation en 2010, avait pris un engagement qui était très fort. Nous connaissons tous ce que vaut un engagement d'un chef d'État en droit international pris en ces circonstances-là. Et ils ont dit qu'effectivement, le Congo était sur le bon sentier parce qu'il y a un projet de loi sur la parité dans notre pays. Nous serons l'un des rares pays à avoir un texte aussi fort. Ils ont félicité, sur la question du genre. Sur la question du genre. Ils ont félicité la République du Congo en l'encourageant effectivement à aller certainement un peu plus vite, un peu plus fort sur ces questions-là. Et conformément aux indications du président de la République, ils ont compris que notre volonté était de faire en sorte que l'homme, le Congolais et la femme congolaise aient les mêmes quotas, si je puis dire, dans la haute administration, dans les postes électifs, dans le domaine politique, etc., etc. Et d'un point de vue constitutionnel, il faut savoir qu'à salaire égal, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Les salaires sont les mêmes, au même poste de responsabilité. Cela a été constitutionnalisé et que nous ne faisons pas des différences d'un point de vue juridique entre hommes et femmes. Et que même un certain nombre de colloques organisés ici et là permettaient quand même à la femme congolaise de se prendre en charge, on ne peut plus, et d'assumer sa subjectivité dans la société congolaise. Et je rappelle quand même que Mme Ebanza Lipiti, qui est la ministre en charge de ces questions, a quand même pris un certain nombre d'engagements, portant par exemple création des maisons de la femme à Brazzaville, d'un point de vue départemental, tout ceci dans le but de faire en sorte que la femme congolaise contribue à la gestion de la res publica dans notre pays au même titre que l'homme. Il ne doit pas y avoir de différence. Et nous avons pu appuyer le dossier du pays en disant que la scolarisation des jeunes filles était quand même, on l'accélérait cela
pour arriver à des taux de scolarisation qui soient les mêmes que les taux qui concernent les jeunes garçons. Oui, parce qu'en effet, à partir du secondaire, il y a une disparité Tout au niveau à fait. du pourcentage. Tout à fait. Donc, il y a une politique nationale qui est déjà engagée, qui sera certainement densifiée dans les années à venir pour faire en sorte que les jeunes filles congolaises puissent mener à terme leur cursus universitaire, scolaire universitaire. D'accord. Alors, sur la protection et le respect des droits de l'enfant, le rapport en a fait état. Quelles sont les avancées aujourd'hui? Les avancées sont très simples. C'est que le Congo, je le disais tout à l'heure, a ratifié tous les protocoles additionnels aux conventions des Nations Unies portant protection des droits de l'enfant. Nous l'avons fait dans ce pays. De la même manière, nous avons pris une loi nationale congolaise en 2010 portant protection des droits de l'enfant. Nous avons mis l'enfant congolais à l'abri des sévices, que ce soit de la maltraitance, sévices sexuels, que ce soit la pornographie, que ce soit tout ce qui porte atteinte à l'épanouissement de l'enfant. Cette loi est réellement protectrice. L'enfant congolais est reconnu comme un sujet de droit dans ce pays. Le système des Nations Unies l'avait déjà fait, nous l'avons fait en interne. Et nous avons pu faire la démonstration qu'effectivement, cette politique portant protection des enfants dans notre pays était conforme aux standards internationaux, conforme aux prescriptions du système des Nations Unies. Par contre, ce qu'ils nous ont demandé, c'est certainement de prendre des décrets d'application de cette loi pour faire en sorte que cela devienne davantage effectif. Mais ils ont reconnu la volonté du pays, la volonté de la République du Congo, à faire en sorte que l'enfant congolais puisse s'épanouir dans les conditions les meilleures dans ce pays et que demain, il puisse contribuer à la révolution tranquille de ce pays. À Genève, Monsieur le ministre, une autre question importante a été traitée, pièce maîtresse, je dirais, pour un développement réussi, la lutte contre la corruption. Qu'avez-vous dit à ce propos? Nous savons tous que la corruption porte en elle, en réalité, la défaite des nations. Parce qu'elle annihile toute capacité de développement, elle porte atteinte aux questions d'éthique, elle porte atteinte à la justice, elle porte atteinte à la régulation sociale. Dans tout pays, c'est un mal qui est quasiment endémique dans le système international. Nous avons pris à bras-le-corps ce problème. Nous avons mis en place une commission portant lutte contre la corruption dans ce pays. Nous avons mis en place un observatoire de la corruption. Nous avons engagé une concertation nationale, l'État avec la société civile, avec les syndicats, pour faire en sorte que la corruption soit éradiquée dans ce pays. Nous avons mis en place ce qui est très important et très peu de nations, si vous regardez bien ce qui se passe dans le système international, ont très peu recours à cela. Nous avons mis en place là-dessus, pour éradiquer la corruption, une gouvernance collégiale. Nous associons tout le monde. Il ne s'agit pas simplement pour l'État de prendre un certain nombre de textes qui portent éradication de la corruption, parce que c'est aussi un phénomène sociologique et qu'à partir de là, il faut l'intérioriser et qu'à partir de là aussi, il faut partir du bas, en fait, de la société congolaise elle-même. Faire en sorte qu'elle comprenne que la lutte contre la corruption est un élément essentiel de promotion des libertés fondamentales, des droits humains, c'est aussi un élément essentiel portant développement de tout pays. Et pour éviter qu'il y ait défaite bien sûr de la pensée, parce que la corruption, c'est une défaite de la pensée, parce que la pensée en elle-même, elle est créatrice de richesse, elle doit être créatrice aussi du vivre ensemble entre les Congolais. Et la corruption est là pour annihiler tout cela. Donc elle porte en elle beaucoup de défaites. Et pour ne pas que nous connaissions ces défaites-là, nous avons pris des engagements juridiques, nous avons aussi pris des engagements d'un point de vue sociologique, et je dirais même d'un point de vue philosophique, là-dessus. Bien sûr qu'effectivement, on ne dira pas que la corruption est éradiquée dans notre pays. Hein. Et d'ailleurs, nulle part ailleurs, elle est éradiquée. Mais nous, au Congo, nous sommes mis sur le sentier portant éradication de ce fléau. D'accord. Alors vous avez aussi parlé du respect des droits civils et politiques, point qui englobe donc l'exercice de la liberté de la presse, dans l'audiovisuel bien sûr, un domaine que vous avez en charge aujourd'hui, un sujet qui englobe aussi le pluralisme. Alors quelle réponse avez-vous apporté? Vous savez, on a toujours tendance à dire, voilà, en République du Congo, il n'y a pas de liberté de la presse. Moi, dès que j'entends ces remarques, je ne suis pas loin de l'apoplexie. Il faut savoir qu'en fait, nous avons pris dans ce pays en 2001 une loi portant liberté de la presse dans ce pays, liberté de l'information plus exactement dans ce pays.
dans la même année, en décembre, nous avons pris une loi portant pluralisme dans le secteur des médias. Nous avons passé un premier examen périodique en 2009. De 2009 à maintenant, nous avons organisé 2 grandes élections dans ce pays. L'élection présidentielle, les élections législatives de 2012. Et à chaque fois, l'opposition a pu faire valoir son projet politique dans les médias d'État. Nous avons organisé les heures de passage. Nous avons indiqué les minutes qui étaient allouées aux uns et aux autres pour convaincre les Congolais et les Congolaises. Et à chaque fois, la télévision, la radio étaient ouvertes à tous les partis politiques. Nous avons apporté des éléments à l'appui. J'ai d'ailleurs pu, en cette occasion, apporter un certain nombre de coupures de presse de ce pays, qui montrent bien que les structures de l'État, les gouvernants, sont analysés à la loupe. Et que la presse n'était pas dans les fers dans ce pays, bien au contraire. Dans d'autres pays, je rappelle quand même qu'il existe une offense à chef d'État. Je ne citerai pas les pays, mais regardez bien dans le système international, l'offense à chef d'État existe dans un certain nombre de textes juridiques étrangers. Au Congo, il n'existe pas d'offense à chef d'État. Je leur ai dit cela. Les pays qui avaient encore cette infraction se sont dit, mais c'est quand même merveilleux. Mais ce qu'on entend du Congo, ce n'est pas cela, monsieur le ministre. Je leur ai dit, oui, la réalité est tout autre. Il faut venir voir ce qui se passe dans ce pays. Il faut venir voir le nombre de quotidiens qui existent dans ce pays et la manière à laquelle les gouvernants sont mis à l'index dans ce pays. Je leur ai dit, mais vous savez, mais à aucun moment, un gouvernant n'a pu attaquer en justice un journal, etc., etc. Mais ils se sont dit, est-ce vrai? J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Mais un pays qui est très proche de nous, mais à chaque fois, il y a des procès pour diffamation. Les gouvernants attaquent en justice pour diffamation. Dans ce pays, on ne le fait pas. Nous avons un texte qui est très ouvert, qui est même avant-gardiste, comparé aux autres textes étrangers. Et je leur ai donné ce texte. Il y avait des juristes dans la salle qui ont pu analyser ce texte. Nous avons eu une discussion après, point par point, d'un point de vue juridique, sur ce texte. Ils ont félicité la République du Congo d'avoir pris ce texte. Et je leur ai dit que c'était l'honneur de notre pays que d'avoir adopté ce texte. Et que nous faisions tout, effectivement, que la presse puisse se développer dans les conditions les meilleures dans ce pays. Et je leur ai indiqué un point très important. Et là, une nouvelle fois, nous nous sommes mis d'accord. C'est que nous allons créer dans ce pays un institut supérieur portant formation des personnels de l'information et de la communication en partenariat avec l'UNESCO. Quel est le but? Le but, c'est de former au mieux les journalistes qui connaissent les règles déontologiques, qui connaissent au mieux leur métier, qui l'exercent en tout honneur. Et à côté de cela, je leur ai dit que, je rappelle déjà que ce texte est au secrétariat général du gouvernement, qui sera adopté sous peu. Je leur ai aussi dit que la carte de presse, il y a un projet de loi aussi là-dessus qui est déposé au secrétariat général du gouvernement, on va organiser cela aussi. Chaque journaliste congolais aura une carte de presse. On saura dans ce pays... Pour éviter en effet le flou, pour éviter le flou. Qui fait quoi, qui est qui. Il faut réguler la profession. Donc on saura dans ce pays qui est journaliste et qui ne l'est pas, effectivement, à travers une carte de presse dûment délivrée en toute collégialité. Ce ne sera pas l'État qui va délivrer, c'est en toute collégialité, l'État, les directeurs de presse, etc., les syndicats, il y a tout un processus qui est là pour faire en sorte qu'il y ait une gouvernance, une nouvelle fois, collégiale. Et notre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait de bons journalistes dans ce pays. Parce que ces journalistes-là ont déjà des textes qui sont protecteurs, largement protecteurs. Il faut maintenant arriver à ce que les journalistes exercent leur métier conformément aux standards internationaux. Parce qu'à chaque fois, on nous parle de standards internationaux. Les standards internationaux ne s'appliquent pas seulement à l'État. Les standards internationaux s'appliquent aussi aux sujets de droit, au peuple, à ceux qui sont bénéficiaires de ces règles de droit international. Et là encore, ils ont dit que c'était une très bonne voie parce que dans la plupart de ces pays, il existe de grandes écoles de formation des journalistes et qu'effectivement, la carte de presse est délivrée à celui qui est considéré comme journaliste.
Cela évite les abus, cela honore la profession de journaliste et cela honore notre pays. D'accord. Alors, concernant la protection et le respect des droits économiques, sociaux et culturels, quels sont les faits notables aujourd'hui? Dans ce domaine-là, nous avons eu une très grande discussion, très grande discussion, qui a porté particulièrement la question de l'eau, la question de l'électricité. Nous leur avons fait la démonstration que l'accès à l'eau potable ou encore la desserte en énergie pour toutes les populations avait fait l'objet d'une politique très dynamique dans ce pays. Et nous l'avons fait sur fonds propres. Nous n'avons pas bénéficié d'aide de pays étrangers pour investir dans le domaine de l'eau, pour investir dans le domaine de l'électricité. Ils ne le savaient pas, ils ont été surpris de savoir que ces efforts-là étaient les efforts des Congolais eux-mêmes. Et nous avons pu aussi dire qu'il y avait un grand projet du président de la République, Eau pour tous, qui vise à faire en sorte qu'il y ait une plus grande accessibilité à l'eau potable dans nos campagnes. Et c'est une politique qui a déjà commencé, une politique qui est très dynamique et qui va continuer dans les années à venir. La question de l'électricité est en bonne voie. Nous sommes partis de très loin, mais là encore, il y a beaucoup d'investissements dans ce domaine. Le ministre Henri Ossébi fait beaucoup d'efforts. Il a une politique très dynamique qui doit nous permettre de pouvoir régler nos problèmes en matière d'énergie et d'eau potable dans les années à venir. Il a été aussi abordé la question des soins, l'accessibilité aux soins. L'accessibilité aux soins est portée dans le système international par beaucoup de textes. Et les objectifs du millénaire pour le développement, par exemple, les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, il faut faire en sorte que les populations congolaises puissent avoir un hôpital à côté d'eux. Je leur ai dit qu'il y avait une grande politique là-dessus portant construction d'un hôpital général dans chaque département et que nous avions déjà commencé cette politique. Nous avons pu aussi faire la démonstration que dans ce pays, l'accessibilité aux soins, c'est aussi l'accessibilité aux médicaments. Il y a une prise en charge totale pour ceux qui sont atteints du virus du sida. Et les gratuités antirétroviraux? Tout à fait. Paludisme? Paludisme, la césarienne, par exemple, elle est gratuite dans ce pays. C'est une politique très dynamique, là aussi, qui est menée par notre pays. Et nous avons aussi abordé la question dans le domaine économique. Nous avons pu dire qu'effectivement, les arriérés de salaire avaient été réglés dans ce pays et tous les blocages issus des politiques d'ajustement structurel avaient été surmontés dans ce pays du fait du travail des Congolais et que ce n'était pas rien. Nous avons revalorisé les bourses, les salaires dans ce pays et le but de toutes ces mesures, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure régulation de la société congolaise, de faire en sorte que la res publica puisse être gérée à l'aune de nos difficultés, à l'aune de nos besoins et aussi à l'aune de nos richesses qui sont là et qui sont partagées pour régler ces problèmes. Ces problèmes, bien évidemment, sont nombreux. Tous ces problèmes ne sont pas réglés. J'en conviens fortement. Mais la volonté est là, la perspective réelle est tracée. La part du budget de l'État consacrée à ces domaines-là est très importante. Cela montre la volonté de notre pays de la même manière que nous consacrons beaucoup d'argent à l'éducation nationale. C'est une priorité parce que la place des nations dans le système international, moi je le rappelle assez souvent, est liée à la formation des personnels, est liée aux ressources humaines. Il faut avoir des ressources humaines de qualité, formées au diapason de ce que les autres font. Parce que la concurrence est devenue internationale. Elle n'est pas simplement dans un espace de 342 000 km², elle est sous-régionale et est internationale. Et le Congo doit s'aligner. Le Congo doit s'aligner sur ces standards-là en matière de formation, en matière de soins, en matière de médias aussi. La compétitivité. La compétitivité, nous devons faire valoir notre génie propre dans ces domaines. Et qu'il y avait une volonté forte du président de la République visant à faire en sorte que ce pays occupe la place qui doit être la sienne dans la sous-région, la place qui doit être la sienne dans le système international. Pour ce faire, il faut une politique volontariste et c'est ce que
nous menons dans ce pays. D'accord. Alors peut-être le dernier thème de cet entretien, le Congo est leader en Afrique en matière de protection et de promotion des droits des peuples autochtones, loi du 25 février 2011. C'est vrai que j'étais avec vous à New York aux États-Unis, je crois que c'était en 2011 pour en parler. Alors comment Genève a-t-elle, quand je parle de Genève, donc je parle de ce conseil, de cette 17e session, comment les délégations ont-elles apprécié cette avancée de la République du Congo? Parce qu'il faut le dire, leader en Afrique, mais peut-être au monde aussi. Le Congo a fait œuvre dans ce domaine avec le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Emmanuel Yoka, de pionnier. Nous avons fait œuvre même de révolution, parce qu'en Afrique, nous sommes le seul pays à avoir un texte portant promotion et protection des peuples autochtones. Dans le système international, le Canada a pu l'adopter. Il faudra procéder à une analyse comparative, mais je pense que notre texte est très avant-gardiste. D'autres pays l'ont fait, mais très peu. Et nous sommes l'un des rares à avoir adopté un tel texte. Parce que pour nous, il ne pouvait pas être question d'avoir dans ce pays une dualité de normes juridiques. On ne pouvait pas avoir d'un côté les Bantous, qui avaient les droits inhérents à leur sujet de droit, et de l'autre, les peuples autochtones avec des droits inférieurs. Ce sont des Congolais. C'est un même peuple. C'est un même peuple, tous des Congolais. Il fallait les mettre au même niveau. C'est ce que nous avons fait. Et en plus de ça, nous leur avons reconnu quand même des spécificités propres. Parce que la terre sur laquelle ils vivent portent en elle une histoire particulière, qui est leur histoire. Et nous leur avons reconnu donc des droits fonciers, nous leur avons reconnu des spécificités en matière d'éducation. L'école congolaise est allée dans ces territoires, vivant au rythme des populations autochtones. Nous avons mené une politique très dynamique visant à faire en sorte que les populations autochtones accèdent aux soins de la façon la meilleure. Nous y sommes allés, nous avons fait en sorte qu'il y ait une grande accessibilité aussi aux centres de santé. Cela a été fait et cela a été salué. Salué à Genève, salué par les pays qui étaient présents à Genève, salué par le système international dans son ensemble, pour dire qu'effectivement, le Congo était sur la bonne voie et que le Congo, dans sa révolution tranquille, avait fait des pas de géant, des pas en avant dans ce domaine, là aussi. Il est vrai qu'il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Mais nous sommes sur le bon sentier. Je rappelle quand même que la question des peuples autochtones est une question essentielle en matière de droits de l'homme. Essentielle. Parce qu'il n'est pas question, dans le système international, d'avoir des disparités en termes de normes juridiques. Nous avons mis fin à cela. Et que dans ce pays, je leur ai rappelé, il n'existait pas d'homo sacer, terme juridique, qui désigne en fait des hommes de rien, ceux qui n'ont pas de droits, ceux qui n'ont que des obligations. Dans ce pays, il n'existe pas d'homo sacer. Dans ce pays, il n'y a que ceux qui ont des droits, les mêmes droits, et ceux qui ont les mêmes obligations, et sanctionnés bien sûr par les mêmes textes juridiques. Voilà aussi un terme que j'aime bien employer, voilà aussi ce qui participe de l'accomplissement du vœu de la nation. Parce que qu'est-ce que c'est que l'accomplissement du vœu de la nation? C'est bien, c'est de faire en sorte que le peuple vive dans un cadre juridique organisé, sécurisé, qui ne change pas du jour au lendemain. Cela crée une insécurité pour tous. Nous avons donc réglé le problème de la sécurité juridique en ce qui concerne les personnes. Nous avons réglé le problème pour ce qui concerne les libertés fondamentales. Les textes sont là. Nous avons fait en sorte dans ce pays qu'il y ait un accès égal aux médias pour tous. Les textes sont là aussi. Les voies de recours sont possibles aussi, si cela n'était pas respecté. Nous avons, en ces circonstances, là encore, pour faire la promotion des droits humains, montré qu'une grande part de la richesse nationale était consacrée à la régulation des problèmes économiques, à la régulation des problèmes sociaux. Tout ceci pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur vivre ensemble dans notre pays et que chacun, à l'aune de son talent,
et même à la lumière de ses faiblesses, puisse contribuer à la construction de ce pays, à la lumière donc de son génie, et faire en sorte que les couleurs de notre pays brillent bien sûr dans la sous-région et brillent bien sûr dans le système international. D'accord, alors Monsieur le ministre, nous sommes quasiment au terme de cet entretien. Peut-être une dernière inspiration, un mot de fin? Le mot de fin, je reprendrai simplement un certain nombre de discussions que nous avons eues avec nos partenaires étrangers. En dehors de la présentation, bien sûr, du rapport du Congo, qui a été validé, je le rappelle, et cela consacre en fait notre politique en la matière. J'ai pu leur dire que notre pays était guidé par une seule volonté, c'est de faire en sorte que la liberté soit affermie dans ce pays. C'est de faire en sorte qu'il y ait une grande concertation quand il y a des difficultés, politiques ou autres, que tous les enfants de ce pays peuvent s'asseoir sur une même table et peuvent trouver en cette occasion des solutions aux problèmes qui nous minent, si problème il y a. J'ai pu leur dire qu'effectivement, ce qui était aussi important pour notre pays, c'est l'égalité aussi entre tous. Un certain nombre de qualificatifs ont été énoncés. Au-delà de tout, je leur ai dit que à chaque fois que ces principes que nous jugeons comme essentiels étaient foulés aux pieds par quelque pays que ce soit, la voix du Congo s'élevait pour dire que cela était une atteinte à la régulation internationale. Cela était une atteinte au vivre ensemble dans la communauté internationale. À chaque fois que les libertés fondamentales, à chaque fois qu'il y avait une atteinte aux droits de l'homme, la voix du Congo était là pour dire que ce n'était pas la voix et que la voix était la liberté des textes sanctifiés par le droit international. Et j'aurais dit que notre pays accompagnerait automatiquement le Conseil des droits de l'homme, puisque nous y étions, dans sa volonté visant à faire en sorte que les droits de l'homme soient universellement partagés. C'était aussi une quête de tous les Congolaises et une quête de tous les Congolais, et la pierre angulaire de la politique menée par le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. D'accord, Monsieur le ministre, je vous dis merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, j'ai eu l'honneur de vous présenter ce spécial 17e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenu à Genève. Vous l'avez compris, bienvenue au Kémy, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a été à la tête de cette délégation qui a fait valider le rapport de la République du Congo. Encore merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Télé Congo.